Quand on pense au piratage de sites web, on a souvent en tête des scènes de films, hein, des trucs super complexes. Mais en réalité, c'est souvent pas mal plus simple que ça. Ce ne sont pas des opérations de haute voltige, mais plutôt l'exploitation de failles assez communes et finalement faciles à comprendre. On va donc décortiquer ensemble le playbook, si on veut, des pirates informatiques. Alors, la grande question, c'est comment les pirates font pour entrer dans les sites qu'on utilise tous les jours? C'est un peu le mystère qu'on va tenter de résoudre étape par étape. OK, on commence avec la première vulnérabilité, qui est probablement la plus facile à comprendre, les DOR. Pensez à ça comme trouver une porte qui n'a tout simplement pas été barrée. C'est aussi simple que ça. Regardons un exemple concret. On a une adresse web, une URL, tout ce qu'il y a de plus normal. Une personne veut accéder à son fichier, le document numéro 1001. Jusqu'ici, tout va bien, c'est son fichier. Et c'est là que ça devient presque trop simple. L'attaquant, tout ce qu'il a à faire, c'est de changer un petit chiffre dans l'URL. Au lieu de 1001, il essaie 1002. Et si le site web n'est pas bien protégé, eh bien, une autre porte vient de s'ouvrir. Voilà, c'est exactement ça, une Insecure Direct Object Reference, ou IDOR. En gros, le site web donne le document demandé sans jamais se poser la question « Est-ce que la personne qui demande a vraiment le droit de voir ça ?» C'est une faille de confiance finalement. Ici, on voit vraiment bien la différence. D'un côté, le code vulnérable, il est un peu naïf, il reçoit un numéro, il va chercher le document, point. De l'autre, le code sécurisé, lui, il est plus intelligent. Avant de faire quoi que ce soit, il se pose la question essentielle. OK, est-ce que cette personne a bel et bien la permission d'accéder à ce document-là? Le vrai problème avec des numéros comme 1001, 1002, c'est qu'ils se suivent, ils sont prévisibles. C'est ce qu'on appelle l'énumération. Un pirate peut facilement créer un petit programme qui va essayer 1003, 1004, 1005 et ainsi de suite pour ramasser toutes les données qu'il peut trouver. Alors, comment on se protège de ça? Avec ce qu'on appelle des GUID, des Globally Unique Identifiers. Regardez-moi cette chaîne de caractères. C'est long, c'est complètement aléatoire, c'est impossible à deviner. Si chaque document a un nom comme ça, bonne chance à l'attaquant pour deviner le suivant. C'est une solution vraiment robuste. OK, on monte d'un cran. Si l'IDOR, c'était une porte laissée ouverte, l'injection SQL, c'est carrément un passe-partout. C'est une technique pour tromper le cerveau du site web, sa base de données. L'idée derrière l'injection SQL, c'est assez rusé. Ça consiste à insérer des commandes informatiques là où le site s'attend à recevoir du texte normal, genre un nom d'utilisateur ou un mot de passe. Si le site ne nettoie pas bien ce qui est entré, la base de données peut se faire avoir et exécuter des ordres qu'elle ne devrait pas. Et ça, c'est le grand classique, la clé maîtresse des injections SQL. Le petit bout de code où 1 est égal à 1. C'est une espèce de passe-partout logique. Pourquoi ça marche? Parce que 1 est toujours égal à 1. C'est une affirmation qui est toujours vraie. Ici, on voit exactement comment ça se passe. Normalement, la base de données vérifie si le nom d'usager et le mot de passe correspondent. Mais si un pirate ajoute son petit bout de code, la question change. Ça devient « est-ce que le mot de passe est bon » ou « est-ce que 1 égale à 1 ?» Et comme 1 est toujours égal à 1, la condition devient vraie et la base de données dit « OK, entrez », même si le mot de passe est complètement faux. Heureusement, il y a une solution solide, les requêtes paramétrées. C'est une technique qui sépare très clairement les ordres des données. Imaginez que la base de données prépare une phrase à trous, puis elle insère ce que l'utilisateur a écrit dans les trous. Comme ça, même si quelqu'un essaie d'écrire une commande, ça sera toujours traité comme du texte, jamais comme un ordre. Bon, on aborde la troisième grande faille, le cross-site scripting, qu'on appelle XSS. Celle-là, elle est un peu différente. L'attaquant ne vise pas directement le site web. Non, il utilise un site de confiance comme une arme pour attaquer les gens qu'il visite. C'est vraiment comme tendre un piège. Il y a en gros deux types de XSS. D'abord, le XSS réfléchi. C'est un peu comme un piège personnalisé. Un pirate envoie un lien spécial à une personne en particulier. Mais ensuite, il y a le XSS stocké, et lui, il est beaucoup plus vicieux. Le pirate réussit à laisser son code malveillant sur une page du site, par exemple dans un commentaire de blog, et là, tous les visiteurs de la page vont exécuter ce code sans même s'en rendre compte. Et les dégâts peuvent être importants. Avec une attaque XSS, un pirate peut voler les cookies de connexion pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, il peut changer l'apparence du site web ou même faire apparaître de fausses boîtes de connexion pour voler des mots de passe. La première façon de se défendre, c'est ce qu'on appelle l'encodage. C'est assez simple. Le serveur prend les caractères dangereux, comme les signes plus petits qu'eux et plus grands qu'eux, et les transforme en leur équivalent texte qui est inoffensif. Comme ça, le navigateur les affiche comme du simple texte et le code malveillant ne peut pas s'exécuter. Le piège est désamorcé.
Et il y a une deuxième ligne de défense encore plus forte, la Content Security Policy, ou CSP. C'est comme si le site Web donnait des ordres très stricts au navigateur. Il lui fournit une liste d'invités. En quelque sorte, le site dit « Tu as le droit d'exécuter du code qui vient de cette liste et c'est tout. Tout ce qui n'est pas sur la liste est automatiquement bloqué. » On a regardé 3 failles bien précises, mais il faut comprendre que la sécurité web, c'est pas juste une liste de choses à cocher. C'est un processus continu. C'est comme construire une forteresse numérique. Il faut constamment vérifier les murs, améliorer les défenses. Pour faire ça, les développeurs utilisent des outils automatisés qui scannent les sites web sans arrêt. On peut voir ça comme des sentinelles qui patrouillent les remparts de la forteresse 24 heures sur 24 à la recherche de la moindre petite faille, que ce soit une injection SQL ou une vulnérabilité XSS. Et ce qui a vraiment changé, c'est que la sécurité, ce n'est plus quelque chose qu'on fait à la toute fin. Maintenant, c'est intégré à chaque étape de la création d'un logiciel. Chaque fois qu'on ajoute une nouvelle brique à la forteresse, on la teste tout de suite pour s'assurer qu'elle est solide. La sécurité, c'est devenu un processus, pas juste une vérification finale. Donc, si on résume les points clés, contre l'IDOR, la règle c'est toujours vérifier qui demande quoi. Contre l'injection SQL, le mantra c'est ne jamais, jamais faire confiance à ce que les gens écrivent dans les formulaires. Et contre les XSS, c'est simple, on nettoie et on encode tout ce qui est affiché à l'écran. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu philosophique. La cybersécurité, c'est un jeu sans fin du chat et de la souris entre les défenseurs et les attaquants. Alors, est-ce qu'un site web peut un jour être sécurisé à 100%? C'est la grande question qui garde tout le monde dans ce domaine bien occupé.